7 septembre 2020, JavaScript. Ici, on va voir donc l'utilisation du linter ESLint, qui est donc un outil qui permet de faire remonter les erreurs dans tes fichiers, ainsi que les warnings, en fonction d'un fichier de configuration que tu auras préalablement configuré. Donc soit tu le configures toi-même, soit tu utilises un coding style d'un gros groupe de développeurs, style Airbnb, Google ou JavaScript standard. Donc on verra ça par la suite. Et du coup ça te permet, donc quand tu travailles en équipe, d'avoir ton code bien carré, adapté en fonction des équipes, que ça commence pas à partir un peu en sucette, quoi. Donc ça te met un certain cadre. Et on va voir également donc les prérequis, donc l'installation de Node.js, donc on va le voir par deux moyens, et également donc l'installation de Yarn. Ok, donc c'est parti, prérequis Node.js. Donc soit tu l'installes avec les binaires que tu trouveras sur nodejs.org. Donc là, on voit que le user agent avertit le site de Node.js comme quoi on est en Windows 64 bits. Donc ici, la version recommandée est la LTS qui est actuellement en 12.18.3. Si tu cliques dessus, il te téléchargera du coup le binaire en version 64 bits. Si tu es en 32 bits, il prendra le 32 bits. Et si toi tu veux télécharger pour un copain ou je ne sais quoi, tu peux sélectionner toi-même ici la version. Moi plutôt, je te recommanderais d'utiliser NVM. Donc tu vas sur le dépôt GitHub suivant, donc Corey Butler NVM Windows. Ici tu trouveras des informations sur ce dépôt là, sur cet utilitaire. Donc tu as un premier lien Download Now ici, et tu as un second lien ici. Tu cliques dessus, donc sur l'un des deux. Tu arriveras ici, tu vois que la dernière release c'est la 1.1.7. Ici tu cliques sur nvm setup.zip, donc tu télécharges le zip, tu l'extrais et tu installes du coup le binaire nvm. Ok. Une fois que c'est bon, tu viens en console. Tu fais nvm-v, tu vérifies que tout va bien. Si tu as ça, running version 1.1.7, c'est bon, c'est installé, tu tournes sur la bonne version. Si tu ne l'as pas, eh bien tu fermes ton éditeur ou ton terminal, tu relances pour voir. Et si vraiment il n'y a pas, eh bien tu as un problème et tu es parti pour une session debug. Sinon, bon, normalement tu devrais arriver donc à ce résultat-là. Et si tu veux installer donc Node.js, tu fais nvm install et ensuite tu as plusieurs choix. Soit tu es sur une version 32 bits de Windows, donc tu fais le flag LTS, donc --LTS, mais moi c'est pas le cas, donc il me dit que c'est uniquement disponible sur la version 32 bits. Ok, pas de souci. Donc moi il me faut faire nvm install, donc dans le cas où tu es dans 64 bits, 12.18.3. Donc là, tu mets la version de Node que tu veux installer. Tu fais entrer. Moi, il m'avertit que c'est déjà installé. Ok. Si tu veux voir si c'est le cas et que tu veux voir les versions déjà installées, tu fais nvm list. Boum. Ici, on voit que j'ai trois versions d'installer. La plus ancienne étant la 12.16.2. Si je veux l'utiliser, je peux faire nvm use 12.16.2. Je fais entrer. Et ça me dira comme quoi je tourne maintenant sur la version 12.16.2. Si je veux repartir sur la 12.18.3, j'aurais plus qu'à faire nvm use 12.18.3. Ok. Donc là, je ne le fais pas. Je suis déjà sous la 12.18.3. Tu peux vérifier en faisant node-v. C'est le cas, hein. Tac. Et si jamais tu veux installer la dernière version de Node, tu peux faire nvm install la test. Et là, ça t'installera la version 14.9.0 actuellement. Hop là. Donc on est bon pour nvm. Ensuite, installation de Yarn. Donc tu arrives sur Yarn ici. Hop, si tu es en version raccourcie du site, là, enfin responsive, du coup tu cliques ici. Sinon en grand tu auras directement la navbar avec Getting Started. Tu cliques sur Getting Started, installation.
Ici, tu vois, bon, ben, Windows est déjà présélectionné. La version stable 1.22.5. Tu télécharges l'installeur, tu te l'installes. Même principe que tout à l'heure. Tu viens vérifier si c'est bon avec un yarn-v. On voit que j'ai 1.22.5. C'est bien cette version-là. Nickel Chrome. Et là, on est bon. Donc, maintenant, ce qu'on... Hop, plutôt là. Tac. Là, j'ai plusieurs fichiers. Donc, j'ai un dossier qui commence par un point, donc point test, qui contient un fichier test.js, ok? J'ai un fichier .index.js, j'ai un fichier index.js et un fichier index-bis.js. Ouais, c'est que du coup... Excuse-moi, j'avais déjà fait mes tests tout à l'heure. Tac, je vais changer tout ça. Ça, je vais l'enlever. Tac. Donc, je vais me faire un code un peu crado. Tac. Tac. Donc, en même temps, ça te permet de voir en sens inverse, là, du coup, ce qui va se passer. Ok, on est pas mal, là. Donc là, tu peux voir, déjà, donc j'utilise... Enfin, j'utilise, c'est pas moi, hein. Enfin, là, je veux dire, je mets un code sale, donc qui utilise var, qui utilise ici du double quote, ensuite du simple quote, dans un même tableau, quoi. Encore, si ça arrivait au cours du code, quand t'as pas mal de lignes, que ça arrive, bon, ça peut arriver, hein. Moi-même, ça m'arrive encore. Mais voilà, tu vois, là, carrément, au sein d'un même tableau, c'est pas propre. Tu vois ici qu'il n'y a pas d'espacement, enfin, tout est collé, c'est illisible. Il n'y a pas de point-virgule à la fin des lignes, mais ça, c'est pas obligatoire dans le sens que l'interpréteur, en fait, quand il voit un saut de ligne, il te rajoute automatiquement le point-virgule, théoriquement. Donc, c'est pas une obligation, mais voilà, il peut arriver, selon comment t'écris du code, il peut arriver que tu aies des bugs du fait que tu ne mettes pas toi-même le point-virgule et que tu laisses l'interpréteur s'occuper de ça. Donc moi, vu que je travaille sous PHP et JS, j'ai l'habitude de mettre mes points-virgules partout. Mais là, je vais pas le mettre. Et puis voilà, donc déjà, et là, t'as pas de saut de ligne. Bon après, c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai tendance à les supprimer les sauts de ligne, mais normalement, tu laisses un saut de ligne, une ligne vide à chaque fin de fichier, comme en PHP. Donc là, je vais l'enlever. Et donc voilà, j'ai ceci. Je vais prendre ça, je vais le copier dans index.bis, tac, je vais le copier ici, je vais le copier partout, hop là, ok? Donc j'ai la même chose dans différents fichiers, on est d'accord? Tac. Maintenant, je vais venir donc ici, je vais faire un yarn init-y pour qu'il dise amène à tout, à toutes les questions. Boum, il me l'a créé, mon package.json, on est content. Sauf que là, le name, il est moins content, parce qu'il prend le nom de mon dossier, sauf que c'est pas un nom valide. Donc on va se mettre eslint intro. Donc là, on est bien. Hop. Et maintenant, ce qu'on va se faire... ouais, donc j'ai pas parlé de Yarn, pourquoi je te faisais installer Yarn. Enfin, après tu l'installes pas, tu fais comme tu veux. Mais c'est que Yarn est plus performant que NPM, parce qu'il télécharge les paquets en parallèle. Et il te crée en fait un fichier yarn.loc automatiquement, ce que ne fait pas NPM. Donc c'est vraiment, moi c'est deux points. Bon après il y a d'autres points qui diffèrent, mais vraiment moi c'est ces deux points-là surtout qui sont les plus importants et ce pourquoi j'utilise Yarn plutôt que NPM quand c'est possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, donc quand tu installes Node, que ce soit par le binaire fourni par le site de Node ou par NVM, tu as NPM qui est installé automatiquement, ainsi que NPX. Donc NPM, M pour manager et X pour exécutable. Donc, en fait, NPX va te permettre d'exécuter un paquet que tu auras installé via le manager. Puis voilà, donc petit aparté, ok. Qu'est-ce que je voulais dire?
Donc maintenant, on va se rendre sur la doc de ESLint. Donc il te propose ici d'installer soit via NPM, soit Yarn. Donc moi je viens de t'expliquer que je préfère utiliser Yarn, donc je vais faire Yarn, add, eslint-dev. Il n'a pas trouvé de fichier logfile, donc c'est ce que je te disais, donc il va en créer un. Boum, il te l'a créé ici, yarn.log, donc il contient toutes les versions de tes dépendances. Nickel chrome. On vient voir notre package.json ici, on voit qu'il nous a rajouté des dev dependencies, parce qu'on a mis "-dev, et donc on voit qu'il nous a installé ESLint. Nickel chrome. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la doc? Tu peux lancer cette commande pour setup un fichier de configuration. Donc on va le faire, npx. Donc npx, donc l'exécutable, donc il va exécuter ce paquet, ESLint, et ici le flag init. Tac. Là, il va te poser plusieurs questions. Comment tu veux utiliser ESLint? Ben moi, je veux l'utiliser pour checker la syntaxe, pour trouver des problèmes et renforcer mon coding style. Donc, du coup, je prends la dernière solution. Boum. Est-ce que tu veux utiliser des modules ici? Bon, dans ce cas de figure, non. Donc, none of these. Ici, quel framework tu utilises? Ben, j'en utilise aucun, enfin aucun de ceux-là. Ici, est-ce que tu utilises TypeScript? Non. Où est-ce que tu veux exécuter le code? Je vais dire dans Node, dans mon terminal. Comment veux-tu définir un style pour ton projet? Donc moi, je veux définir un style, non pas par moi-même, mais via un style déjà fourni par un groupe de développeurs, donc le groupe de développeurs de Airbnb. Tu as les liens GitHub là pour les différents groupes. Donc là, Airbnb, tu peux voir qu'il a 99 400 stars, donc voilà, c'est très très apprécié, disons. Et du coup, tu as les différentes règles, et moi ce qui me plaît bien, c'est que du coup, les var, ils remplacent ça par défaut par des consts. Et si jamais la référence doit changer, ils te remplaceront ça par des let. Donc ça, c'est nickel chrome. Ça s'apparente à ma vidéo var let const, la vidéo que j'ai fait là-dessus, où je dis que grosso modo, dans environ 80% des cas, j'utilise const, et dans 20% des cas, j'utilise let, quand par exemple, je fais un compteur, ou que genre j'initialise un booléen qui doit changer en fonction d'une condition, et compagnie. Mais la plupart des cas, j'utilise const. Il y a plein de... Enfin, il y a plein de règles, hein. Donc si t'es intéressé, tu peux les lire. T'apprendras probablement plein de choses. Tu as aussi donc le coding standard de JS là, donc qui a 4 fois moins de stars. Qui est moins fork hein, aussi, parce que là on voit qu'il a été fork 19 300 fois, le Airbnb. Et là 10 fois moins, bref. C'est moins utilisé, mais bon c'est quand même très utilisé, attention. Et enfin, le coding style de Google, qui est un peu plus utilisé, un peu plus forqué, mais toujours quand même bien moins que celui de Airbnb. Donc, moi perso, en plus il me convient bien le Airbnb, donc c'est nickel. Donc je vais sélectionner oui, hein, Airbnb. Je reviens dedans, donc Airbnb. Dans quel format tu veux ton fichier de configuration? Donc moi j'ai choisi YAML parce que ça s'apparente aux fichiers de configuration qui sont utilisés sous Symfony, qui sont en YAML, donc j'aime bien. Je choisis ça. Veux-tu installer donc les dépendances suivantes avec NPM? Yes, je veux. Yes, of course. Installe-moi ça, s'il te plaît. Donc moi j'ai pas la fibre, hein, donc déjà si t'as la fibre ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, il m'a installé ça. Donc du coup si on vient dans le package.json, tu vois qu'il y a eu 2 ajouts ici, hop. Et surtout ici tu as un fichier .eslintrc.yml. Bim, tu cliques là et tu vois ceci. Donc on voit que ils utilisent ECMAScript 2021, donc la version 12.
que ça extends de Airbnb base, donc le coding style de Airbnb, qui eux-mêmes, j'imagine, hein, j'ai pas checké non plus que ça, mais j'imagine que eux-mêmes extends de ESLint recommended. Donc c'est des règles qui sont prédéfinies par ESLint que tu retrouveras dans la section rules. Et donc toutes les règles que tu vois la petite coche comme ça là, c'est les recommended. Donc c'est ce qui est utilisé par ESLint, le coding style de ESLint. Et ensuite, tu as toutes les règles, hein. Tu peux tout paramétrer. J'ai pas encore, moi c'est assez nouveau là, hein. Donc je suis en train de découvrir, tout comme toi. Hop. Donc voilà, je reviens en arrière. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça pour l'instant. Hop, ceci. Et par contre, ce qu'on va aller modifier, donc c'est le package.json. Je vais venir me créer le script ici. Je vais me faire un script lint qui va me lancer la commande suivante. Donc npx eslint. Et je vais mettre... pour l'instant, je vais cibler uniquement le fichier index.js, ok? Ensuite, je vais me créer une commande fixe qui va me lancer ceci, npx eslint, le flag fixe, et la même chose ici, le même fichier index.js. Ici, la petite virgule qui va bien, on est content. Donc maintenant, quand je taperai yarn-lint, ça me lancera ceci. Quand je taperai yarn-fix, ça me lancera ceci. C'est quand même beaucoup plus court. Hop, je viens là. Donc j'ai mon fichier index.js ici. Je vais lancer yarn-lint. Et boum, qu'est-ce que tu vois? Il te dit, tu as 15 problèmes, tu as 14 erreurs et un warning. Il te dit également que tu as 11 erreurs qui peuvent être fixées en rajoutant le flag fixe à la commande. Ici, donc ici, c'est tu as aussi le linter donc, qui te colore également avec les vagues rouges quand il y a une erreur et les vagues jaunes quand c'est un warning. Donc ici, c'est le fameux warning. Si tu survoles ici et que tu cliques CTRL plus comma. Ouais, pas convaincu. Donc là, que tu cliques dessus, tu peux faire un disable no console for this line. Donc je clique dessus, et là il me rajoute un commentaire qui fait que du coup, le console log n'est plus pris en compte par ESLint. Donc là, tu le vois ici, en ligne 4, ici il mettait un warning. Donc puisque le console log était en ligne 4 ici. Je vais relancer yarn-lint. Et boum, maintenant, tu n'as plus que 14 problèmes et non 15. Donc, tu n'as plus le warning. Donc là, voilà, ça te permet en fait de désactiver le lint en fonction d'une ligne. Donc là, c'est la prochaine ligne. Et surtout, donc, sur un no console. Tu peux également, du coup, si je l'enlève, il va me remettre le warning ici. Et là, je peux me faire ESLint disable line. Et boum, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas la next line, mais c'est vraiment la ligne sur laquelle je suis. Il me désactive le lint ici, donc tu vois que ce n'est plus coloré. Nickel chrome. Tu peux également désactiver, donc admettons que je mette ici ESLint disable. Tout ce qui est en dessous ne va plus être pris en compte par le lint. Donc ici, je fais yarn-lint. Et là, au lieu d'avoir 14 problèmes, j'en ai plus que 4, dont 3 en plus sont fixables via cette commande. Si maintenant, je reviens mettre un commentaire ici, ESLint enable, et que je viens mettre un console log hello world, et bien là, de nouveau, il vient me lint ceci. Donc là, il n'est pas content.
il veut des simples cotes. Donc là maintenant c'est plus surligné, par contre là c'est surligné parce qu'on n'a pas le point virgule, et là un warning. Ok? Donc là ça permet de réactiver, donc tout ce qui se passe comme code entre ce commentaire là et ce commentaire là ne sera pas linté, mais par contre ici, ce qu'il y aura en dessous sera linté de nouveau. Donc voilà comment, donc après je te laisse checker la doc. La doc, tu viens ici, Advanced Configuration, et là tu viens chercher Comment, tac. Voilà, disabling rules with inline commands. Et du coup, tu vois toutes les façons ici de désactiver ou d'activer le linter. Que ce soit par des blocs de code, des lignes et compagnie. Donc tu as tout dans la doc ici. Donc voilà. Je vais revenir comme ça. On va supprimer ça. On va enlever ça. Tac. On revient comme ça. Donc là, je reviens là, je me refais un yarn lint. Et donc, il me dit 15 problèmes, dont 11 peuvent être réglés par cette fonction, par cet ajout-là de drapeau. Donc tu te rappelles, j'ai fait un yarn fix, enfin j'ai fait une commande fixe, donc je vais faire yarn fix, et regarde bien ce qui va se passer, hein, parce que une fois que ce sera fait, ça sera fait. Je lance, et boum, qu'est-ce qui se passe? Var est devenu const. Ici, les doubles codes sont devenus des simples codes sur hello. J'ai un point virgule qui s'est rajouté. Ici, j'ai eu des espacements, c'est tout propre maintenant, c'est bien espacé. Var s'est transformé en let, parce qu'il a compris de lui-même que ici, i allait changer. Donc il m'a mis un let et non pas un const. Par contre ici, bon, il faudra que je change la règle, parce qu'en gros, ce qu'il veut, c'est pas i++, mais i, mince, i plus égale 1. Et là, il gueule plus. Il n'y a plus d'erreur. Mais bon, moi j'ai l'habitude de faire avec l'opérateur unaire plus i++, quoi. Donc je laisserai comme ça. Donc il faudra que je vois pour une règle. Et donc là, la seule erreur, donc maintenant, si je fais yarnlin, mince, pas yarnfix, excuse-moi. Bon, de toute façon, il me le met là. Donc, ouais, il me dit l'erreur plus, mais bon, ça, on l'ignore. Mais la seule erreur qu'il me dit là, sinon, vraiment, c'est qu'en gros, j'assigne ici un tableau dans cette variable, là, je crée une variable, mais je l'utilise pas après, donc aucun intérêt, quoi. Ça sert à quoi de bouffer de la mémoire pour rien? Donc, du coup, il me prévient. Donc, pas de souci, nickel chrome. Donc là, si tu te souviens, dans package.json, j'ai juste pointé sur index.js. Index.js a été changé, on est d'accord, hein? Donc là, je vais venir voir les autres. Index bis, tu vois que rien n'a été changé. Donc je vais revenir dans index. Je viens copier ça. Index bis n'a pas été changé. .index.js n'a pas été changé. Et surtout, tu vois qu'il n'a pas de coloration. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, ça change. Index, .index. Index.index. Pareil ici dans le dossier .test, je viens voir test, pareil, c'est pas surligné. Donc déjà tu te dis, c'est bizarre, pourquoi le linter il me surligne là, mais pas dans les autres fichiers. Mais il faut savoir qu'à partir du moment que ton fichier commence par un point, ou que ton fichier est contenu dans un dossier qui commence par un point, mais le linter va ignorer en fait ces fichiers. Donc là il va ignorer le fichier, et là carrément il va ignorer le dossier. Donc voilà. Et donc, par exemple, si je viens modifier dans package.json et que je veux cibler non pas que index.js, mais tous les fichiers, donc là c'est changé. Donc quand je lance fix, ça devrait me changer. Hop, je vais le split à côté au pire. Split right, tac. Ça devrait me changer. Je vais l'ouvrir un petit dernier, le point index.js, right, tac.
Voilà. Donc si je lance fixe, ça devrait, théoriquement, tu te dis, ça devrait tout me changer. Mais bon, je viens de t'expliquer, je t'ai un peu spoilé vis-à-vis du point. Donc là, je vais faire yarn fixe. Et boum, qu'est-ce qui a changé? C'est ces deux fichiers-là seulement, mais pas celui-ci. Parce qu'il commence par un point. Donc là, voilà, on cible tous les fichiers en spécifiant le point. Et si tu veux sélectionner un fichier en particulier, donc tu vas le mentionner. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, admettons que je veuille vérifier le lint dans ce fichier-là en question. Et bien à ce moment-là, je vais l'indiquer. Hein, donc, index.js. Je viens là. Et je vais donc du coup faire un yarn lint. Et qu'est-ce qu'il vient me faire? Il vient pointer sur mon fichier .index.js. Et donc là, il me dit qu'en gros... ah ouais. Mince. Ouais. Si je mets comme ça va pas fonctionner. Pattern. C'est quoi déjà qu'il faut que je mette No ignore. Bon bref. Donc dans package.json, ici, je vais me rajouter le flag no ignore. Parce que sinon, si je le rajoute pas, il va me l'ignorer. Donc il voudra pas. Malgré que je lui spécifie, il ne voudra pas. Donc ici, je vais relancer yarn lint avec mon no ignore là. Et boum, qu'est-ce qu'il fait? Là, cette fois-ci, il vient vraiment linter mon fichier .index.js qui de base est ignoré. Donc nickel chrome. Là, je peux faire pareil si je mets le flag noignore avec point. Je relance le yarn lint. Et là, normalement, je devrais également trouver... Alors, attends. Non, tu vois, si je mets juste ça, là, no ignore point pour tous, non, il va me prendre vraiment que les fichiers qui ne commencent pas par un point. Donc, intéressant. Du coup, bah là, no ignore, et je vais mettre, bah, du coup, mon dossier .test, tac, ainsi. Je vais ouvrir un nouveau terminal, yarn lint, et donc voilà, là il va venir chercher mon fichier test.js, enfin tous les fichiers qui sont contenus dans le dossier .test, et il va venir les linter. Donc voilà, avec le flag noignore. Tac. Donc on a vu ça. On a vu comment disable par ligne ou par bloc. Dans la doc, il t'indique que tu peux également créer un fichier .eslintignore qui te permet en fait d'ignorer, admettons que tu as le point et que t'as pas mis des fichiers avec un point devant ou un dossier avec un point devant, eh bien tu peux quand même ignorer certains fichiers en les spécifiant dans un fichier eslint ignore. Donc du coup, comment on va se faire ça? On va se faire .eslint ignore. C'est juste un .eslint ignore. Et du coup, je me souviens plus trop comment ça fonctionne.
ici, j'ai... Ouais, donc là, j'ai un dossier point test. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais mettre la négation ici, pour surpasser la règle, enfin surpasser le fait qu'il y ait un point. Donc là, je vais mettre mon dossier point test dedans. Ici, je vais mettre point test, comme quoi je veux... Attends, comment c'est fait? Je sais plus si c'est comme ça. ESLint ignore. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, point test / étoile. Et ici, du coup, lui dire test. Et du coup, mon fichier, c'est test.js. Donc là, hello list test.js in the, du coup, bah, .test builder, enfin folder, excuse-moi, pourquoi je dis builder, but n'autorise pas quelque chose d'autre dans le dossier build à être linté. D'accord. Ok, donc là, en mettant ça, c'est que ouais, tu n'autorises pas autre chose à être linté. Et là, tu mets la négation, par contre, pour ce fichier. Ok, voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, à ce moment-là, je dis que tout ce qu'il y a dedans, je ne veux pas que ça soit linté, parce que je suis dans un ESLintIgnore. Hein. Sauf, par contre, ici, je rajoute une règle, sauf par contre, ce fichier test.js. Donc là, normalement, maintenant, si je relance, on va voir si ça fonctionne, je l'ai pas testé. Hein. CLS, donc je fais yarn lint, oh. Yarn fix plutôt, on va faire même. Yarn fix. Ok. Donc là, malgré le fait qu'il y a un point ici, et que en plus dans mon package.json, je cible tous les dossiers, mais grâce à mon point ESLintIgnore ici, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, je t'autorise mon gars à aller checker mon fichier test.js qui est présent dans le dossier .test, mais pas autre chose. Donc si je rajoute, on va faire le test, hop, je fais annuler, je reprends tout ça, je me fais test2.js, on va voir ça tout de suite. Donc j'ai ceci, et donc on le voit déjà avec la coloration syntaxique, ce test2 ici n'est pas coloré, n'est pas linté, sans même avoir à lancer le npm, enfin le yarn lint et yarn fix. Hein. On voit déjà qu'ici c'est pas coloré, alors que test oui. Pourquoi? Parce que dans le ESLintIgnore ici, on dit que uniquement test.js doit être comment dire, linté. Donc si je supprime ça, là il va ignorer tous les fichiers. Si je supprime ça, là on lui dit qu'en gros c'est bon, il peut aller linter dans les deux. Donc si je remets hop, ceci, là il peut linter que test.js, et là si je rajoute à nouveau ceci, et que je mets test2, là il peut aller linter dans les deux. Donc nickel chrome. Hop, pour l'exemple on va laisser ainsi, tac. Attends, on va le mettre, et un commentaire, ça se rajoute avec ceci. Donc voilà. C'est pas pris en compte du coup cette commande parce qu'on met le commentaire. Nickel ça. Hop. On redescend. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir de plus là? On a vu les commentaires. Donc ESLint, on peut le mettre sinon dans package.json. C'est où qu'il... Voilà. ESLintIgnore. Tu peux également
mettre un tableau ici avec les différents fichiers que tu veux ignorer. Je pense que c'est pas mal, je suis quand même à 35 minutes de vidéo, donc on va arrêter là. Donc déjà, avec ça, tu as une bonne intro pour débuter, commencer à travailler avec ESLint. Donc on aura vu quelques options, hein. Il y en a après, voilà, la doc est bien fournie sur cet outil. Mais déjà avec ça, voilà, tu as pu voir que... Donc, attends, je vais fermer ça. On a pu donc installer ESLint, on a pu se baser sur un coding style existant qui est celui de Airbnb. On a créé donc notre fichier de configuration. Ah oui, tiens, ouais. Voilà ce que je voulais, j'ai oublié de te parler de ça. Donc attends. Si je reviens là. Voilà, je me mets ça. Et là, array, je vais mettre array string. Je vais l'appeler comme ça. Et là, si je viens checker, donc je vais revenir dans package.json, je veux checker uniquement index.js, là fixe que index.js, ok. Et que ici, je viens ouvrir et que je fais yarn lint, et bien qu'est-ce qu'il va me trouver dedans? Hop, camel case, voilà. Qu'est-ce qu'il me trouve ici? En ligne 1, identifier array string is not in camel case. Donc en fait, ESLint en plus, eux par défaut, ils prennent en compte que camel case. C'est-à-dire que en fait, c'est un booléen. Soit tu dis que tu laisses comme ça et donc c'est le camel case qui est pris en compte. Soit tu dis que ben non, je veux pas linter le fait que ma variable, mon nommage de variable se fait en camel case, snake case ou autre. Mais bon, en gros, tu as vraiment deux pôles. Tu as ceux qui utilisent camel case, donc c'est le plus répandu, et tu as également ceux qui préfèrent utiliser le snake case. Rien ne t'empêche d'utiliser le snake case, hein. Juste, il faut que tu sois consistant dans tous tes fichiers. C'est-à-dire que si tu commences à utiliser le snake case, bah à ce moment-là, tu utilises le snake case partout pour tes nommages de variables. Donc, pour ce faire ici, pour plus avoir l'erreur, je vais venir dans mon ESLint rc.yml, et ici, donc, tu as un objet ici, là, dans ton YML, enfin un tableau, et tu vas lui spécifier, du coup, camel case 0. Donc, ici, inactive camel case linting. Donc maintenant, en ayant fait ça, donc là on le voyait, c'était la deuxième erreur là qui était spécifiée dans la liste. Si je relance et que je fais yarn lint, on revient. La deuxième erreur, elle a disparu en tout cas par rapport à camel case. On voit array string is assigné de value but never used. On n'a plus cette erreur parce qu'ici je lui ai mis camel case false. Donc tu peux venir bien sûr, même en utilisant un coding style, tu peux venir écraser les règles ici, hein. Donc ça c'est cool. Donc camel case, voilà, moi en JS en tout cas, j'utilise surtout le snake case. Donc dans la doc, je crois qu'ils en parlent, enfin qui parlent de ça. Camel case. Voilà. When it comes to naming variables, style guides generally fall into one of two camps. Camel case, donc là, n underscore, donc ouais, c'est le snake case. Donc voilà, comme ils disent dans la doc, hein, il y a deux camps. Il y en a qui préfèrent utiliser camel case et d'autres le snake case. Tac tac tac. Bref. Donc après, tu peux désactiver les règles si c'est des propriétés, par exemple d'objets et compagnie.
Tu as plusieurs, tu as Properties, tu as Ignore Destructuring, donc dans le Destructuring, Ignore Imports, Ignore Globals. Et ici, Allow, avec une regex, bref. Donc après, il faut checker la doc. Mais voilà, moi carrément, j'ai fait, voilà, méthode bourrin, je l'ai carrément désactivé, le Camel Case, parce que je veux pas que il m'emmerde avec, avec ceci. Moi, j'aime bien coder, donc, avec le Snake Case. Et donc, ouais, il n'y a pas de Snake Case qui est pris en charge par ESLint. Donc, il n'y a que le Camel Case, donc c'est soit tu dis oui, soit tu dis non. Donc, du coup, moi j'ai mis non, ok. Donc voilà, c'était un petit aparté là-dessus. Enfin, c'était important de montrer qu'en gros, tu peux écraser quelconque règle si jamais tu utilises, bien sûr, que tu extends d'un coding style existant. Moi, il faudra que je vois par rapport à l'opérateur unaire++, là, pour les boucles for, par exemple. Parce que je préfère plus que i plus égale 1, quoi. Donc, il faudra que je vois dans les règles comment gérer ceci. Mais c'est pas un gros problème, après, hein. Et enfin, ouais, je t'en ai pas parlé. Excuse-moi, j'en aurais dû t'en parler déjà dès le début. Enfin, quasiment dès le début. Là, tu vois qu'en gros, tu vois les vagues là, mais en fait, quand tu installes donc ESLint, tu ne verras pas les vagues. Tu pourras voir uniquement donc en lançant ta commande, soit tu as spécifié un script ici, soit en lançant du coup npx ESLint point ou point pour tout ou ton fichier, et ça te mettra dans la console du coup les différentes erreurs. Mais c'est quand même plus sympa de voir direct sans avoir à lancer la commande yarnlint, en voyant directement ici les erreurs. Comme ça, tu n'as plus qu'à faire un over et tu vois la fameuse erreur. Et bien, pour faire ceci, il te faut installer une extension qui est tout simplement, hein, c'est pas original, elle s'appelle ESLint. Donc celle-ci là, 2.1.8, au moment où tu regardes cette vidéo. Et donc, avec ce logo là, donc tu l'installes, et du coup ça te permettra en fait d'avoir directement le lint visuellement là dans ton fichier. Donc comme ça tu vois direct s'il y a un problème. Et donc voilà, 42 minutes de vidéo, cette fois-ci je vais vraiment arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo te permettra de te lancer, t'aura permis de te lancer dans l'utilisation de ESLint, donc qui est quand même un super utilitaire pour avoir un code bien carré et surtout qui correspond surtout avec le travail d'équipe. Et donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!